l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et ce matin, on s'intéresse de nouveau au recensement de la population. Bonjour Jean-Philippe Groutier. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'INSEE. Merci d'être avec nous ce matin. Hier, vous avez fait un point sur la première étape de ce recensement, c'est-à-dire la collecte des données dans les foyers calédoniens. Et globalement, ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes satisfaite de cette première étape de collecte ? Oui, tout à fait. On est satisfait de cette étape de collecte. Première chose que je voudrais faire, c'est remercier tous les foyers calédoniens qui ont accepté de répondre et qui sont l'immense majorité. On peut considérer qu'il y a 92% des foyers qui ont répondu en remplissant l'ensemble des questionnaires, 4% qui ont donné une partie des informations et 4% qu'on n'a pas pu joindre. Ces 4%, ce n'est pas que des refus. C'est des gens qui étaient absents toute la période, des gens qui, du fait de leurs horaires de travail, par exemple, étaient très difficiles à joindre. Donc l'agent censeur, même en passant 3 fois, 4 fois, 5 fois, n'a pas réussi à les contacter. Et puis, il y a quelques cas de refus. Mais je dirais que les pourcentages qu'on a sont plutôt dans la fourchette haute de ce qu'on observe dans les recensements, y compris en métropole. Vous avez eu quelques difficultés. Il a fallu tout de même convaincre les gens. Ça a été un petit peu plus difficile que les autres années de pouvoir rentrer dans les logements, notamment. Oui, vous vous souvenez, au début de la collecte, on avait la crainte que, notamment lié aux événements de l'année dernière, il y ait plus de méfiance et qu'il soit plus difficile pour les agents censeurs de rentrer dans les logements. Oui, ça a été un peu plus difficile et il faut remercier les agents censeurs, les contrôleurs qui ont su argumenter, mais aussi, je dirais, l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les mairies, que ce soit les médias, qui ont aussi relayé tout le discours sur l'importance, je dirais, du recensement. Mais on a fini par réussir collectivement à rentrer. Une petite anecdote, un vieux monsieur qui avait été déjà agent censeur en 2019 nous a dit en 2019, ce qui me prenait beaucoup de temps, c'est que presque partout on me faisait rentrer pour boire un café. Cette fois, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de convaincre. Et certes, un certain nombre de gens m'ont offert un café, mais dans d'autres cas, je suis resté sur le pas de la porte. Donc ça, c'est significatif tout de même. Ce sont des témoignages que vous avez des agents recenseurs. Ça a été quelque chose d'assez nouveau finalement dans ce recensement en 2025. Oui, c'était un peu plus difficile. Après, on a eu l'appui, je répète, des mairies. Qui sont allés sur le terrain parfois avec les agents recenseurs justement pour aider un petit peu à cette démarche. Oui, les mairies, certaines mairies quand on leur signalait qu'on avait du mal dans tel ou tel quartier, telle ou telle tribu, ont pu demander, je sais pas moi, aux gardes champêtres de nous accompagner, à un adjoint, voire au maire lui-même, d'accompagner l'agent censeur. Donc ça facilite vraiment les démarches. Vous avez d'ailleurs dû rallonger un petit peu la période de recensement. Oui, on a dû rallonger un peu la période de recensement. Après, c'est presque tout le temps le cas. Donc, c'est pas un événement majeur, je dirais, cette rallonge. Mais il y a eu une vraie mobilisation de l'ensemble des partenaires. Et je répète, un travail de grande qualité des agents censeurs qu'on peut remercier, puis remercier l'ensemble des habitants du territoire qui, dans leur immense majorité, ont compris et ont l'intérêt de l'opération. Et vous vous souvenez, j'avais pris l'image du puzzle à 270 000 pièces. Notre puzzle, il y a des chances qu'il donne une bonne réalité parce qu'il n'y aura presque pas de trous. Et les trous qu'il y a, justement les fameux 4% qui n'ont pas répondu, alors pour les différentes raisons que vous avez pu citer, malgré tout, les spécialistes de la statistique que vous êtes vont pouvoir retrouver combien il y a de personnes dans le logement et un petit peu les caractéristiques du logement. C'est ça, vous allez extrapoler ? On va extrapoler comme on fait dans toute enquête. Vous savez, si vous prenez un sondage sur un sujet politique, par exemple, on va interroger 1000, 2000 personnes en Nouvelle-Calédonie et on va l'extrapoler à l'ensemble de la population. Là, on est dans la situation où on va vous dire on a observé 250 000 personnes et on va l'extrapoler à l'ensemble de la population.
Comment ça se passe finalement pour ces 4%? Vous allez prendre la taille du logement, peut-être le secteur aussi, pour pouvoir déterminer en fonction de ce qu'il y a à côté chez les voisins? Oui, on va regarder les lieux, les zones. Est-ce qu'on a... on va aussi comparer, par exemple, avec les gens qu'on a eu plus de mal à recenser. Donc on a recensé vers la fin, en se disant peut-être que ceux qu'on n'a pas réussi à joindre ressemblent plus à ceux qu'on a vus à la fin plutôt qu'à ceux qu'on a trouvés au tout début. Donc on a toute une série comme ça de rapprochements statistiques qu'on va faire pour extrapoler de la meilleure façon. C'est tout ce travail-là qui vous explique que même pour le comptage de la population, on ne pourra vous le donner que dans un mois à peu près, parce que ce travail-là prend un petit peu de temps. Par ailleurs, on contrôle aussi l'ensemble des questionnaires qui ont été récupérés pour voir s'il n'y a pas eu de ci, de là, une mauvaise application des consignes, par exemple. Alors justement, la première donnée qui sera diffusée, ce sera fin juillet, c'est eh bien, le nombre de populations commune par commune. C'est un chiffre ce sont des chiffres qui sont très attendus. C'est bien ça qu'on va avoir. On va avoir des données statistiques sur le nombre de populations. Oui. Fin juillet, vous aurez des données statistiques sur la population des différentes communes, et donc par addition des provinces et de l'ensemble du territoire, avec les deux, je dirais, concepts, si on peut dire, de population qui sont fixés par la loi. La population municipale, chaque habitant compte dans la commune où il réside, et la population dite totale, où à la population municipale on ajoute la population comptée à part, où un certain nombre d'habitants peuvent être comptés dans la population municipale de la commune où ils résident et dans la population comptée à part d'une autre commune avec laquelle ils ont un lien fort et donc où il reste aussi une charge pour la commune. L'exemple emblématique, c'est l'étudiant qui est sur Nouméa, qui sera compté dans la population municipale de Nouméa, mais si ses parents habitent Yaté et qu'il y retourne régulièrement, il sera compté dans la population comptée à part de Yaté. Et pourtant, il n'y a pas de doublon, il y a aussi le chiffre effectivement où il n'est compté qu'une fois. Oui. Si vous vous intéressez à la population, à la description de la population calédonienne, et c'est ce qu'on fera après dans l'ensemble des autres tableaux, on prend la population municipale, donc celle où chaque personne est comptée une seule fois, mais pour les applications légales, il est compréhensible que quelques personnes puissent être comptées plusieurs fois, 2 fois, parce qu'elles sont de fait aussi une charge où elles ont de fait un lien fort avec une autre commune. Parce que c'est un chiffre aussi qui est très attendu par les maires, puisqu'il détermine le fameux FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, c'est-à-dire les dotations aux communes finalement. Tout à fait. Les dotations aux communes, c'est la population totale. Mais il y a plein d'autres textes qui s'appuient sur la population municipale aussi. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail un petit peu des différents questionnaires, mais ça va prendre encore plus de temps. Finalement, quel est le programme entre la publication du nombre total de population et ensuite le reste des études qui vont être publiées? Le reste des études seront publiées à partir du début de l'année 2026. Qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? On a une équipe d'une dizaine de personnes qui ont été embauchées pour 7 mois. Pour ça, on va scanner l'ensemble des documents, donc... si vous comptez les feuilles de logement, les BI, etc., ça fait de l'ordre de entre 400 et 450 000 feuilles à scanner. On va passer des programmes de reconnaissance des caractères, puis saisir toutes les données où la reconnaissance des caractères n'aura pas marché. Après, traiter les questions de non-réponse partielle, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a répondu à toutes les questions, sauf une ou deux. Et puis après, fabriquer tous les tableaux qui seront mis en ligne sur le site de l'ISEE. Donc tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Vous savez, pour être très pratico-pratique, on va avoir des cas où, même si on avait demandé aux agences censeurs de ne pas le faire, ils avaient plié en 4 une feuille de logement, une feuille de réponse à un bulletin individuel. Ça va bloquer le scan, tout simplement, parce que la feuille, elle passe mal.
Donc dans ces cas-là, on recopie la feuille pour pouvoir la passer au scan. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Des gens qui ont agrafé les feuilles ensemble, il faut enlever les agrafes. Enfin, donc il y a tout un travail de manipulation très pratico-pratique qui peut paraître anodin, mais qui prend du temps quand vous le multipliez par 450 ou 500 000 feuilles. Et ensuite, on va avoir des publications concernant le taux d'équipement, par exemple, des logements, c'est ça? Ou des, Tout à fait. des données individuelles? Deux choses qui vont... Il y aura toutes les données, je dirais, les tableaux, les données brutes, si on peut dire, qui seront mises en ligne. Et par ailleurs, l'INSEE, mais là, ça va s'étaler sur 1 ou 2 ans, publiera un certain nombre d'analyses sur différents thèmes. Et c'est le conseil d'administration de l'INSEE et les demandes des différents utilisateurs qui orienteront ce programme de travail en disant, tiens, il y a une attente sur tel thème ou sur tel autre. Alors, puisqu'on parle d'attente, je reviens un petit peu en arrière sur la population globale. Il y a une attente pour savoir les conséquences aussi des émeutes de mai 2024, c'est-à-dire le solde migratoire, la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Ce que vous nous dites, c'est que ce recensement ne va pas répondre à cette question, en tout cas pas dans l'immédiat. Non, ce dont on disposera quand on aura les chiffres, je dirais, de la situation en avril 2025, c'est qu'on pourra les comparer à la situation en septembre 2019, voire en septembre 2014, donc les 2 derniers chiffres de recensement. Entre ces 2 chiffres, si vous prenez le chiffre en septembre 2019, le chiffre en avril 2025, on a enregistré les naissances et les décès. Donc on aura le solde naturel. Donc si vous prenez la population 2019, vous rajoutez les naissances, vous enlevez les décès, la différence avec le chiffre qu'on aura observé, c'est le solde des entrées et des sorties, mais sur l'ensemble de la période. Et on n'a aucun moyen, à ce stade, de distinguer les deux. On pourra avoir des analyses plus fines, puisque on pose la question, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, sur où habitiez-vous en septembre 2019. Et donc on pourra comptabiliser le nombre de gens qui seront arrivés sur le Caillou entre septembre 2019 et avril 2025. Et donc voir, et on a aussi la date d'arrivée en Nouvelle-Calédonie, donc voir par exemple si les arrivées sont beaucoup moins nombreuses sur la dernière année que entre 2019 et 2024. Mais ça, c'est des analyses qui pourront être faites que dans le courant de l'année 2026. Donc un petit peu plus tard. On peut rappeler peut-être, Jean-Philippe Broutier, que ce recensement, ça a un coût et que tout a été pris à la charge de l'État, c'est bien ça, et notamment de l'INSEE. Oui, le recensement, on va dire, il y a eu pour les dépenses sur place, si on peut dire, c'est 340 millions de francs, 270 en salaire, 70 en achat de prestations, location de salles, location d'ordinateurs, etc. La totalité est prise en charge sur le budget de l'INSEE. Donc c'est l'État qui paye l'opération. Le coût global, on est probablement plutôt autour de 400 à 450 millions parce qu'il faudrait rajouter à ce qui a été envoyé et dépensé sur le territoire les charges, les coûts qui sont restés directement à la charge de l'INSEE. Je dirais que j'en suis un exemple. Pendant que j'ai été au total 6 mois sur le territoire, pendant ces 6 mois, bien évidemment, l'INSEE a continué à me payer, heureusement. Donc c'était directement à la charge de l'INSEE. On a le sentiment que le recensement en Nouvelle-Calédonie, il est très précis, vous le disiez, beaucoup de foyers répondent. Il est aussi tous les 5 ans. Il y a une vraie démarche de compter la population en Nouvelle-Calédonie qui est peut-être plus importante que même en métropole. Oui, en métropole, on a une formule où on fait un recensement, je dirais, glissant sur 5 ans. Peut-être le point qui permet de comparer ce qui est fait pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de se dire que dans les textes européens et les règles européennes, c'est un recensement tous les 10 ans. Donc là, on est 2 fois plus fréquent que les règles européennes et même que les règles des Nations Unies. Donc on va au-delà de ce
qui est demandé par les institutions internationales. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe Broutier, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous donne rendez-vous en juillet pour parler de la population totale. Je serai à votre disposition. Merci beaucoup. Et merci pour votre invitation.